Bien, bonjour. Merci beaucoup de votre invitation. C'est un vrai plaisir d'être là pour la 10e édition. C'est impressionnant. Et alors, avec Antoine Daoust, on a décidé d'alterner un petit peu les tours de parole. C'est-à-dire que je vais parler un petit peu, puis ensuite il va intervenir, puis je reviendrai, puis il interviendra. Et on s'est un petit peu réparti les rôles. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous parler directement de désinformation, contrairement à lui et sans doute à ceux qui viennent après. Moi, je vais vous parler de ce que c'est que l'information et surtout de l'usage de l'information. Parce qu'il y a l'idée de détecter les désinformations et éventuellement de lutter contre la désinformation. Mais en amont, il y a finalement qu'est-ce que c'est qu'une information? Pourquoi est-ce que des gens ont besoin d'informations? Pourquoi est-ce que des gens produisent des fausses informations? Et pour comment éventuellement intervenir là-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu l'objet de mon propos. Et donc je vais démarrer par des choses extrêmement basiques, en vous disant qu'il est normal de ne pas tout savoir. Nous ne savons pas tout. Et il y a des choses très complexes. Et il y a par exemple des virus très complexes, il y a des cellules cancéreuses qui ont l'air de ressembler mais qui n'en sont pas, des virus comme le sida qui a l'air de ressembler au corona mais ça n'en est pas un, des chaînes d'ADN qui peuvent ressembler à des prions mais ce n'est pas la même chose. Et donc on ne le sait pas. On ne sait pas ce que c'est, on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça s'attrape ou comment on s'en prévient. Par contre, il faut qu'on prenne des décisions et il est donc normal de prendre des décisions quand même sur des choses qu'on ne connaît pas. Et donc, je ne connais rien de la structure du VIH, mais est-ce que je vais mettre un préservatif dans mes rapports sexuels? Je ne connais rien des maladies à prions, et ça c'est pour les plus anciens d'entre nous, mais à un moment donné, est-ce que je vais acheter du bœuf et en cuisiner, en donner à mes enfants? Je ne connais rien à la structure de l'ADN et à ses modifications, mais est-ce que je vais faire attention à acheter des aliments sans OGM? Je ne connais rien au coronavirus, mais est-ce que je vais respecter les gestes barrières et éventuellement me faire vacciner? On doit prendre des informations graves qui nous engagent au quotidien sur la base d'informations, sur la base d'une réalité que nous ne connaissons pas. Et donc, ce qui permet de passer de la réalité à la décision, c'est l'information. Et donc, l'information ou les informations, c'est ce qui va nous permettre éventuellement de prendre des décisions sur des réalités que nous ne comprenons pas. Alors, par rapport à ça, comment on fait ça? On a, en gros, pour être un peu caricatural, deux grandes sources d'informations possibles. Une première source qui est une source d'expertise. On peut se retourner vers des gens dont on pense qu'ils connaissent la question. Et s'ils connaissent la question, ils vont pouvoir nous donner des conseils sur la décision à prendre. Alors ces sources expertes, ça peut être la science, mais pas obligatoirement. Parce que là, j'ai donné des exemples qui viennent de la biologie, de la médecine. Mais on pourrait imaginer la même chose en économie, en politique, où on a des décisions à prendre aussi, alors qu'on n'a pas forcément toutes les connaissances pour. Et on va trouver les bons experts. Sans doute, parmi nous, la plupart de ceux qui vont voter n'auront pas lu les programmes politiques des candidats aux prochaines élections. Et pourtant, on va bien arriver à prendre la décision. Pour qui est-ce qu'on va voter? Donc, on va aller chercher une information nécessaire et suffisante pour pouvoir prendre cette décision. Ça, c'est la partie expertise qui va nous amener à considérer l'objet, comment ça marche un virus, comment on s'en prémunit, et on va se concentrer sur la valeur de l'objet. C'est ça qui est important. Pour certains, je pourrais même dire que ça va chercher dans la mémoire sémantique, mais ça, c'est pour faire une piqûre de rappel. Et puis, il n'y a pas que ça. On peut aussi aller chercher des informations du côté de sources affinitaires, c'est-à-dire des gens qu'on aime bien, des gens qui pensent à peu près les mêmes choses que nous, des gens qui ont déjà participé avec nous à des influences, et ces gens-là vont nous fournir aussi des éléments d'information. Et donc, on va prendre une décision non pas en fonction de ce que sont les choses, mais en fonction de ce qu'elles représentent pour les relations entre des gens, pour des relations de collaboration, de compétition entre nous, notre groupe, eux, les autres groupes. Et donc, l'information va se teinter de cette valeur affinitaire, beaucoup plus polarisée sur les sujets, c'est-à-dire les humains, et qui vont faire davantage référence à la croyance. Et entre ces sources expertes, alors bien évidemment, on pourrait me dire, si on avait besoin d'une information pour prendre une vraie décision, on irait systématiquement vers les sources expertes.
Et puis si chacun d'entre nous, on allait tout le temps vers les experts, le monde serait meilleur et nos décisions seraient meilleures. Bon, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. D'abord parce que ces experts, et si on prend les exemples de la science, eux-mêmes, ils sont dans des rapports sociaux, des rapports de production de connaissances qui sont dictés par de l'économie, par du politique, etc. Et donc, c'est pas sûr que les décisions des scientifiques soient toujours meilleures que les décisions des groupes de pensée. Pas sûr du tout. Et donc, la question de qu'est-ce que c'est qu'une vraie information et une fausse information doit se penser aussi en référence à la valeur sociale de l'information. Et c'est un petit peu ça qui est important. Pour finir, le dernier point sur lequel je voulais dire 2 mots, c'était la question des médias. Il y a aussi les médias comme source d'information. Et là, c'est pareil, les médias vont être des intermédiaires entre une réalité et une décision, et qui va être un petit peu en expert. Ils vont quelquefois interroger des experts, mais pas uniquement. Ils vont beaucoup contextualiser l'information avec des relations d'affinité, des pour, des contre, des personnages un peu emblématiques, avec des polémiques qu'on va mettre en place. Et les médias elles-mêmes peuvent produire, pas des fausses informations, mais en tout cas des informations qui permettent de comprendre cette réalité complexe, qui ne sont pas rigoureusement exactes. Je vous donne 2 exemples. La première, vous voyez, par exemple, ici, là, le sida, c'est un virus, donc on pourrait dire que ça n'a rien à voir avec une cellule cancéreuse. Pourtant, quand le sida est apparu, un certain nombre de journaux l'appelaient le cancer gay. Parce que le sida, personne ne savait ce que c'était, alors que les gens savaient ce que c'était le cancer, et qu'en plus, à l'époque, on pensait que ça touchait majoritairement la communauté homosexuelle. Et donc, on l'appelait le cancer gay, c'est ce qu'on appelle une heuristique. On fait un transfert de propriété de quelque chose qu'on connaît sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça permettait aux gens de comprendre un petit peu ce que c'était que le sida, alors qu'on sait pertinemment que ça n'a absolument rien à voir, le sida et le cancer. Même chose sur, par exemple, ces 2-là. Quand les OGM sont arrivés, on sortait d'une crise, en France et en Europe d'ailleurs, qu'on appelait la crise de la maladie de la vache folle, qui était l'encéphalopathie spongiforme bovine, qui était donc une maladie à prions qui transformait le cerveau en éponge. Donc c'est pas sympa comme truc. Ça, chez les bovins, ça leur donnait des comportements, ça leur faisait des ruptures d'équilibre, et on pensait que chez les humains, ça pouvait nous donner une maladie qui s'appelait la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Mais on ne savait pas ce que c'était qu'une maladie à prions. Mais bon, on avait appris à vivre avec. Et quand les OGM sont arrivés, les médias ont titré « Alerte à la bouffe folle, le soja fou est dans nos assiettes ». C'est-à-dire que pour nous faire comprendre les OGM, ils utilisaient la maladie de la vache folle, alors que les 2 choses n'ont absolument rien à voir. Donc vous voyez que la question de l'information, vraie information, fausse information, elle est plus compliquée que ça, et elle doit être référée à la valeur sociale de l'information et la façon dont elle est travaillée, y compris par les médiateurs et avant tout par les médias de masse. Je te laisse continuer. S'il y a des questions peut-être avant. Oui. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Vous pouvez intervenir à peu près à n'importe quel moment. Merci professeur pour cette excellente introduction sur la valeur sociale de l'information. Maintenant, on va passer sur son antagoniste, la fausse information. Alors, d'après vous, on distingue 2 types de fausses informations. D'après vous, quelles sont-elles? Est-ce que vous avez une idée? On entend beaucoup parler de fake news, de désinformation, de fausses nouvelles, de fausses infos, d'infox. Aujourd'hui, on les distingue en 2 catégories. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui saurait à peu près comment classifier ces fausses informations en 2 catégories? Non? Bon, ben, je vais y aller tout seul. Alors, par fausse information, on entend mésinformation, d'accord? Et ensuite désinformation. Alors, d'après vous, quelle peut être la différence entre les 2? Là, je vous donne un peu plus d'indices. Personne ne voit quelle pourrait être la différence, jeune homme? Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va distinguer la fausse information diffusée volontairement et involontairement. Une désinformation, c'est la diffusion ou le partage d'une fausse information de manière intentionnelle par une personne ou une entité ou un État
qui sait qu'elle est volontairement, qui sait qu'elle est pertinemment fausse. Il y a une volonté derrière la désinformation, il y a une volonté réelle de désinformer. D'accord ? Contrairement à la mésinformation, où là, on sera dans la diffusion et le partage d'une fausse information sans savoir qu'elle est fausse. On va parler de mésinformation quand la personne qui va relayer un article de presse, une photo, une vidéo, d'accord ? Quand elle partage une source, elle pense que cette source est réelle, d'accord ? Est une vraie information, sauf qu'elle ne l'est pas. Cela n'enlève rien à la viralité. Les deux, mésinformation et désinformation, sont autant virales l'une que l'autre sur les réseaux sociaux. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, comment on sait pour savoir si une personne désinforme volontairement ou pas ? Alors, en fait, on s'est aperçu que ce soit, alors c'est essentiellement sur les réseaux sociaux, que les gens qui partageaient une info ne cherchaient pas à savoir si elle était vraie ou fausse. Ils cherchaient avant tout à savoir si l'information confirmait leur narratif. D'accord ? Confirmait leurs préjugés. Par exemple, une information sur la potentielle dangerosité des vaccins. Une personne va voir apparaître une photo qui va avoir qui va référencer tous les effets secondaires, sans même chercher à savoir si c'est vrai ou faux. La personne va la partager, sans même savoir si ces effets sont bien réels. Là, on sera dans la désinformation, dans la mésinformation. En revanche, la désinformation, ça viendra de la personne qui aura publié en premier cette infographie. D'accord ? C'est important de faire la distinction entre les deux, parce qu'aujourd'hui, pour lutter contre la mésinformation, on va utiliser des outils comme, par exemple, l'éducation aux médias, ou alors la sensibilisation à l'esprit critique. C'est-à-dire systématiquement ne pas prendre pour acquis chaque information qu'on voit passer, juste parce qu'elle nous séduit, juste parce qu'elle séduit notre narratif. C'est une erreur de faire ça. Et c'est comme ça que la désinformation, que les fausses nouvelles prennent de l'ampleur sur les réseaux sociaux essentiellement et sur Internet. Parce que tout le monde a systématiquement tendance à partager une information qui va confirmer ses préjugés. Et c'est ça qui est dangereux. Donc le moyen de lutter contre ce genre de pratique, c'est l'initiation aux médias et à l'esprit critique. D'accord ? On voit tout le temps l'esprit critique comme quelque chose d'un peu abstrait. Mais je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont lu René Descartes, qui en parle très bien dans le discours de la méthode. D'accord ? Systématiquement, ça s'applique en fait aussi bien dans le domaine de la science que dans le domaine de l'information. C'est-à-dire que quand vous êtes amené à traiter une information, donc quand on dit traiter une information, ça veut dire la partager ou la liker ou l'envoyer à un ami, etc. D'accord ? Vous traitez une information. Quand vous traitez cette information, quand vous la relayez, il faut partir du principe qu'elle n'est ni vraie ni fausse tant que vous ne pouvez pas la vérifier. D'accord ? Il faut le point clé dans l'analyse d'une information, c'est de vous retirer tous vos préjugés. Si vous ne savez pas qu'elle est vraie ou fausse, vous ne la partagez pas. C'est aussi simple que ça. Si vous ne voulez pas entrer dans le cercle de la mésinformation, ne relayez pas ce que vous ne savez pas, ou ce que vous pensez être vrai, parce que des gens vous ont dit que c'était vrai, parce que vous voyez une information qui correspond à ce que vous ont dit des gens, eh bien, dès que vous commencez à faire ce genre de pratique, vous entrez dans la mésinformation. Vous contribuez à la propagation de fausses nouvelles, de façon involontaire. Maintenant, quand on va parler de désinformation pour certains individus, pour certains États, c'est qu'ils auront une volonté réelle de nuire. D'accord ? Alors ici, ça prend toute son importance, notamment dans la période de crise sanitaire, parce que là, on n'est pas en train de parler de terre plate, par exemple, où les personnes qui pensent que la terre est plate ne font de mal à personne, finalement. Ils sont libres de croire ce qu'ils veulent. En revanche, pour ce qui est de la santé publique, c'est autre chose. D'accord ? Quand on diffuse une fausse information, on peut potentiellement mettre en danger la vie d'individus. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on s'est particulièrement intéressé là, depuis quelques temps au phénomène de la désinformation, parce que les personnes qui vont diffuser ce genre de fausses nouvelles ont un intérêt à ce qu'elles soient crues, un intérêt
idéologiques, politiques, financiers. D'accord ? Énormément de gens ont des intérêts à ce que leur fausse information soit crue. Ensuite, où j'ai mis la zapette ? Elle est là. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Ouais. Normalement, comme vous pouvez le voir sur vos tables, vous avez des QR codes, donc n'hésitez pas à les flasher. Vous pouvez poser vos questions dessus, sur un Google Docs, et après, on répondra aux questions si vous en avez, ou après ou plus tard. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je vais finir juste, professeur, si vous me le permettez, avec un exemple concret. Il y a quelques temps, alors bon, je ne vais pas citer de nom, ça n'a pas d'intérêt ici, un homme politique a partagé une publication sur, comment on pourrait expliquer ça, sur l'efficacité de l'ivermectine, d'accord, qui portait sur 23 études. 23 études montraient l'efficacité de l'ivermectine pour lutter contre la Covid-19. Moi, je n'avais pas forcément de bagage scientifique pour savoir si c'était vrai ou faux. Mais la question, ce n'était pas de savoir si l'ivermectine était efficace ou pas. La question, c'était de savoir s'il y avait réellement bien 23 études qui validaient l'efficacité de l'ivermectine. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour le savoir. Donc la première chose que j'ai fait, c'est demander à cet homme politique sa source. D'où tient-il cette information ? Il ne m'a pas répondu, donc j'ai dû contacter son QG de campagne, qui, eux, m'ont répondu. Ils m'ont renvoyé vers un site. Je me rends sur ce site. C'était C19 Study au passage. Je me rends sur ce site et je tombe effectivement, je vois bien 23 études qui confirment l'efficacité de l'ivermectine pour lutter contre la Covid-19. Et en fait, ces 23 études ramenaient, le site recensait ces études et puis renvoyait vers les études originales. Donc qu'est-ce que je fais ? Je clique sur la première étude. Qu'est-ce que je vois en conclusion ? L'équipe de scientifiques concluait à l'inefficacité de l'ivermectine. Je dis mince, ils ont dû faire ils ont dû se tromper. Je clique sur la deuxième étude, pareil. Je clique sur la troisième, pareil. Et au final, on s'est aperçu qu'en fait, il n'y en avait pas 23, mais il n'y en avait que 2. Donc, l'idée, c'est pas de dire que l'ivermectine fonctionne ou pas. Moi, je m'en fiche, je ne savais même pas ce que c'était. L'idée, c'était de dire, monsieur Dupont-Aignan, vous faites erreur, ce ne sont pas 23 études, mais en fait, ce sont seulement 2 études. Donc, est-ce que vous estimez que 2 études sont suffisantes pour vous pour estimer que l'ivermectine est efficace pour lutter contre la Covid-19 ? J'ai jamais eu de réponse. C'est une façon de vous dire qu'il n'y a pas besoin systématiquement d'avoir un gros bagage scientifique pour comprendre l'information qui vous entoure. C'est essentiel si vous voulez aller dans le fond des choses. Mais là, l'information qui était à confirmer, ce n'était pas de savoir si c'était efficace ou pas, c'était de savoir s'il y avait réellement 23 études qui confirmaient l'efficacité. Est-ce que vous comprenez à peu près la différence ? Ok. Donc voilà pour l'exemple. Professeur, je vous laisse la suite. Merci. Alors, je vais embrayer complètement là-dessus, c'est-à-dire 2 choses que je peux résumer, et tu me dis si je me trompe. La première, c'est qu'il y a en fait 2 façons de diffuser des fausses informations. Il y a une certaine forme de naïveté, et puis il y a une volonté de nuire. Et la volonté de nuire, ça va, on voit ce que c'est. Mais la naïveté, quelquefois, on est un petit peu léger, en disant ils savent pas ce qu'ils font, etc. Bon, il faut imaginer que la naïveté représente une certaine forme de danger social aussi, et qu'il suffit pas on n'a pas besoin d'être un grand scientifique pour être un peu moins naïf. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout connaître sur tout, mais ça veut dire, et je retiendrai ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire que l'information représente un narratif qui va rencontrer le nôtre ou pas. Et c'est là-dessus que je vais embrayer, c'est-à-dire qu'une information, ça évoque quelque chose chez nous, ça rencontre un certain nombre de choses qui nous construisent. Et si on a envie de diffuser des informations, si on a envie de croire à certaines informations et à résister à d'autres, c'est parce que ça vient choquer quelque chose chez nous. Et ce quelque chose, j'ai l'habitude de le définir en 4 points. S'il y a un problème dans l'information, j'ai une fausse animation, c'est pas grave, on verra tout à l'heure.
La première chose que ça vient rencontrer, c'est mon fameux modèle des 4 I, dont je parle beaucoup, qui est inspiré du modèle de Willem Doise en 1982, et qui est que finalement, on peut traiter cette information-là à un niveau individuel. Et Antoine Daoust y reviendra tout à l'heure avec les biais cognitifs, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas complètement objectifs vis-à-vis de la réalité, et que nous mettons en avant un certain nombre de traitements d'informations qui nous permettent finalement de respecter nos engagements. C'est-à-dire que l'information ne vienne pas trop perturber ce que nous sommes, ce que nous croyons, et nous mettons en place des façons de penser qui ne sont pas des façons de penser scientifiques et objectives, et qui nous permettent quelquefois de nous sortir du mauvais pas dans lequel nous place une information, parce que ça nous met dans une situation désagréable, dans un certain malaise, que certains on pourrait évoquer des malaises socio-cognitifs, etc. Et donc ces biais cognitifs, ils existent, et encore une fois, Antoine Daoust vous les décrira tout à l'heure. Ils existent, ils sont relativement courants et normaux, ils nous servent à vivre en société. Par contre, il faut essayer d'en avoir conscience. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il ne faut pas imaginer que le monde se partage en 2 catégories de personnes, ceux qui développent des biais cognitifs et ceux qui n'en développent pas. En gros, ceux qui savent et les crédules. Et je le dis parce qu'il y a tout un courant de pensée qui se développe en ce moment où on ferait la part entre des individus rationnels et puis des individus, un sociologue appelait ça la déchéance de rationalité il n'y a pas longtemps. Donc il y aurait des crédules et des savants, et que finalement le monde se partagerait en 2. Ce n'est pas exactement comme ça que je suis amené à penser les choses, mais plutôt à imaginer que ces biais cognitifs-là, ils ont une fonction, ils servent à quelque chose. Et qu'en plus, ils sont mis en place pour que les gens puissent préserver quelque chose d'eux-mêmes qui est mis en cause par l'information. Et donc, une fake news, quelquefois, ça n'est pas qu'une volonté de nuire activement, c'est aussi une volonté de se défendre contre une remise en cause de soi-même, de ses relations avec les autres, de ses engagements. Et donc, il faut bien faire la part entre les deux. Ça, c'est donc ce qui se passe dans la tête des gens au niveau de l'individu. C'est mon premier I. Mon deuxième I, c'est au niveau des interactions. Nous sommes tous des êtres sociaux. Et donc, nous avons des interactions avec les autres. Et là, quand nous interagissons avec quelqu'un, quand nous parlons, par exemple, est-ce qu'il faut se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner et pourquoi ? La question, c'est est-ce que je cherche à comprendre ou est-ce que je cherche à avoir raison ? La plupart du temps, c'est vrai que ce qui compte pour nous, c'est plus d'avoir raison que de comprendre. Et quand on veut lutter contre les fausses informations, il faut aussi réévaluer, donner la possibilité aux gens de changer d'avis, donner la possibilité aux gens de s'apercevoir que ce n'est pas le problème, comprendre ou avoir raison. Le problème, c'est partager une information pour adopter un comportement adéquat. Et tant qu'on est sur cette espèce de dichotomie, d'un côté je cherche à comprendre, de l'autre côté je cherche à avoir raison, ceux qui vont chercher à avoir raison seront toujours plus puissants que ceux qui chercheront à comprendre, parce que leurs mécanismes de défense seront toujours beaucoup plus forts. Et donc ça, c'est dans toutes nos interactions quotidiennes, les uns avec les autres, depuis les interactions les plus intimes jusqu'aux interactions sociales, et puis alors démultipliées par les réseaux sociaux numériques, bien évidemment, où là, il s'agit d'exprimer une certaine forme d'avoir raison et de dénigrer les autres façons de penser pour pouvoir faire vivre l'interaction, mais pouvoir surtout soi-même exister dans l'interaction. Troisième I, la question des identités. Parce que les informations, ce sont des productions et des valeurs de groupe. Les groupes produisent des informations, et on reconnaît un groupe à l'information qu'il transmet. Il y a 2 jours, je faisais une intervention sur l'analyse des programmes des candidats à la présidentielle. Et clairement, quand on fait une analyse très automatique, avec des logiciels qui ne pensent absolument pas à la politique, mais qui ne pensent qu'à la distribution statistique des mots, on retrouve les programmes politiques des gens, avec quelques surprises. Il y en a certains qu'on n'attend pas forcément au bon endroit. Mais en gros, on reconnaît assez bien les partis politiques en analysant uniquement les mots des programmes. Ça veut dire que les informations qui passent par des mots sont choisies pour faire vivre des identités. Et ça veut dire que remettre en question une information revient à mettre quelqu'un en
malaise vis-à-vis de son identité, de son appartenance, de ces relations que j'appelais tout à l'heure d'affinité. Et donc c'est quelque chose qui est plus dangereux que ça. Et lorsqu'on veut lutter contre une désinformation, il faut revenir au groupe, surtout qu'on a une facilité à qualifier ces groupes. Regardez la facilité avec laquelle on parle de pro-vax et anti-vax. Alors à la limite, les anti-vax, pouviez vous dire, ok, ils avaient une manifestation commune, mais les pro-vax, c'est quelque chose qu'on a dû inventer après. Regardez comment on parle d'inquiétistes, d'alarmistes, de rassuristes. Donc l'information crée à un moment donné un groupe qui n'existait pas avant, c'est-à-dire les inquiétistes et les alarmistes, et tout ça, ça n'existait pas. Mais un événement arrive, on développe des informations et on crée l'identité qui va avec. Et alors toi, tu es plutôt inquiétiste, alarmiste ou... Donc, on va essayer de se positionner les uns vis-à-vis des autres en fonction de cette information. Donc, lutter contre une fausse information, c'est lutter contre une appartenance et une identité profonde de certains individus. C'est pour ça que ce n'est pas évident. Et enfin, dernière chose, des idéologies, quatrième I. Les idéologies, c'est-à-dire notre façon d'imaginer ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui est injuste, d'inscrire tout ça dans des systèmes de valeurs. Et l'information véhicule aussi des valeurs. Et donc, par exemple, des valeurs de liberté, et je ne dis pas ça au hasard, des valeurs de sécurité, des valeurs de solidarité. Toutes ces valeurs-là vont se retrouver dans les informations, qui fait qu'à un moment donné, renoncer à une information, c'est renoncer à un engagement, c'est renoncer à une interaction, à un groupe, et aussi à une certaine façon de penser ce qui est vrai, ce qui est faux et ce en quoi je crois. Et c'est pour ça que la lutte contre les fake news n'est pas facile, parce qu'il ne s'agit pas que d'attaquer les arguments, il faut aussi remettre les personnes dans ces différents engagements à ces différents niveaux. Ouais, merci. Alors, dans son premier paragraphe, le professeur Marchand a parlé des biais cognitifs. On va survoler les biais cognitifs. Alors, quand je dis survoler, c'est parce qu'en fait, il faudrait des heures pour en parler, mais étant donné que le temps nous est limité, on va traiter ça de façon assez claire et concise. Quand on a commencé à traiter les fake news depuis 1 an et demi maintenant, on s'est aperçu que les internautes, que les individus qui propageaient ou qui relayaient de la désinformation étaient systématiquement comment dire, j'en perds mon latin, exposés aux mêmes biais cognitifs. Alors qu'est-ce qu'un biais cognitif ? On va essayer de reprendre une définition simple. Hop là. Une petite infographie et c'est parti. Alors un biais cognitif, c'est un réflexe de pensée faussement logique, inconscient et systématique. Nous sommes tous affectés par différents biais au quotidien. On en dénombre environ 250, qu'on classe en 6 catégories. Alors c'est environ. Sachant qu'on est absolument tous biaisés. Des biais cognitifs, nous en avons tous les jours dans nos choix du quotidien, d'accord, dans notre vie quotidienne. On en a tous. Les catégories de biais, on recense les biais liés à la personnalité, les sensorimoteurs, les attentionnels, les mnénisques, de jugement et de raisonnement. Ce qui va nous intéresser ici dans la désinformation, ce sont les biais de jugement et de raisonnement. Ce seront ceux qui seront le plus sollicités dans la désinformation. Alors, dans le cadre de la désinformation, certains biais sont plus exploités que d'autres. C'est-à-dire que quand il va falloir analyser une information, il y aura des biais cognitifs qui seront beaucoup plus sollicités que d'autres. Le plus important dans le traitement de ces informations, c'est d'avoir conscience de ces biais. En avoir conscience déjà, vous pouvez éliminer une bonne partie des fausses nouvelles qui viennent à vous. L'étude scientifique. Alors récemment, il y a une étude scientifique qui a démontré, alors en 2012,
qui a démontré que la raison principale pour laquelle la désinformation fonctionne est que le rejet de l'information exige un effort cognitif. C'est-à-dire qu'on est tous, on a tous tendance à valider une affirmation ou une information qui va ne pas nous demander d'effort cognitif. D'accord ? Si on veut réfuter une information, ça va demander un effort cognitif et le cerveau, généralement, n'est pas trop conçu pour ça naturellement. D'accord ? On va systématiquement avoir tendance à la valider. C'est un peu ce qu'on appelle une flemme par fainéantise. D'accord ? Par fainéantise, notre cerveau, il va vouloir valider absolument une information qui va dans notre sens du narratif sans jamais chercher à la réfuter. Là, on sera dans le biais de confirmation, on y reviendra juste après. Donc, dans notre analyse des biais cognitifs dans la désinformation, on a essentiellement on a pu en prendre 5 en tout. D'accord ? C'est ce qu'on a le plus observé. C'est le biais de confirmation, l'effet de halo, le biais de croyance, qui est légèrement similaire au biais de confirmation, mais qui a quand même des points de différence, l'illusion de corrélation et l'effet Dunning-Kruger. Est-ce que ça parle déjà à quelqu'un, ces biais cognitifs-là ? Personne ? Ok, donc on va peut-être prendre un peu plus de temps pour les expliquer. Les sophismes aussi. Alors, les sophismes, ce n'est pas des biais. Les sophismes, en fait, ce sont des procédés rhétoriques qui sont destinés à volontairement tromper son auditoire. D'accord ? De façon à pouvoir aussi solliciter ces biais cognitifs. D'accord ? Là, ça ne fera pas l'objet d'un chapitre en particulier, c'est juste une mention particulière. Ok, donc là, on va passer sur le biais de confirmation, qui se trouve, pour revenir, juste ici. Donc le biais de confirmation, c'est le biais cognitif qu'on a le plus analysé dans la désinformation, d'accord, qu'on a le plus remarqué, sachant que cette analyse, elle est relativement subjective, d'accord, je préfère le préciser parce qu'on n'a pas analysé tout le flux de désinformation mondiale non plus, ok, et que ça reste une analyse restreinte dans une équipe de rédaction, d'accord, c'est pas une étude scientifique, c'est pas une étude sociale, c'est ce qu'on a nous observé. Donc forcément déjà là il y a un biais parce que on n'est peut-être pas forcément complètement objectif. Mais déjà, le fait de le dire, ça prépare l'auditoire, c'est-à-dire vous, à prendre ces informations-là avec toute la mesure possible. Alors, le biais de confirmation, c'est quoi ? Le biais de confirmation est la tendance naturelle à traiter l'information en la cherchant ou en l'interprétant de façon à ce qu'elle corresponde à nos préjugés, nos idées reçues ou nos convictions. Okay ? C'est ce qu'on va classer dans le biais du raisonnement. D'accord ? Ça veut dire que systématiquement, on ne va accepter que les informations qui vont dans le sens de nos préjugés. Et on va automatiquement réfuter toutes celles qui ne vont pas. Ok ? Si par exemple vous imaginez que la Terre est plate, d'accord, vous ne considérerez que les informations qui vont dans ce sens-là et réfuterez systématiquement les informations qui vous montrent que la Terre est bien ronde, d'accord, sans jamais avoir le souci de vérifier cette information. C'est ce qu'on va appeler les automatismes. Les biais de confirmation se manifestent par des automatismes qui, d'une part, accélèrent la propagation de la désinformation, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire que systématiquement, vous allez relayer une information qui va aller dans le sens de vos préjugés, et d'autre part, réduisent considérablement les chances de détecter de fausses informations. C'est-à-dire que dès lors que vous estimez que ce que vous pensez est la stricte vérité, systématiquement, vous ne pourrez jamais estimer que peut-être un jour vous vous trompez. Là, on va passer par de l'humilité, une remise en question. D'accord ? C'est pas toujours facile d'admettre d'avoir tort. Et c'est en ça que rentre c'est dans ce domaine-là, enfin c'est dans ce défaut-là qu'agit le biais de confirmation. D'accord ? Donc le partage systématique de déclarations, d'articles ou de posts qui confortent nos préjugés, ça on l'a expliqué.
L'information unilatérale. Ça veut dire que, une fois que votre opinion est faite, vous n'allez chercher comme source d'information uniquement celles qui vont dans votre sens. D'accord? Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que à aucun moment vous serez capable de remettre en question l'information que vous avez reçue. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'information unilatérale. Donc généralement, on va plutôt parler de sources dans l'information unilatérale, des sources qui sont réputées pour diffuser de la fausse information, mais comme elles vous conviennent à vous, jamais vous n'irez regarder ailleurs. Le rejet systématique, d'accord? Sitôt que vous recevrez une information qui contredira votre narratif ou vos préjugés, vous la rejetterez systématiquement sans même l'analyser. Un exemple concret. Est-ce qu'on va... Oui, par exemple. Alors récemment, il y a eu une personne qui a posté un message sur un forum, d'accord? Un internaute partage sur Twitter un commentaire laissé sur le site Boulevard Voltaire sous forme de témoignage anonyme. Ok. Alors bien que le témoignage soit dépourvu de preuves factuelles, l'internaute l'estime authentique et véridique. D'accord? C'est-à-dire que sur un site internet, un internaute a posté un commentaire et l'internaute a jugé nécessaire de le partager en estimant qu'il était vrai, qu'il était authentique. Mais pourquoi a-t-il fait ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite après. Alors, la capture du tweet, lu sur Boulevard... on va le lire ensemble. Alors, lu sur Boulevard Voltaire, pardon pour la photo, un chargé de mission dans l'équipe de com La République En Marche, il quitte le parti écœuré pour rejoindre Zemmour. Sa révélation sur les magouilles de Macron et de la presse à propos des sondages est savoureuse. À lire plus plus. Donc là, on a l'exemple d'un commentaire d'un inconnu que personne ne connaît, d'accord, qui affirme qu'il y aurait des magouilles dans le parti La République En Marche et que finalement, il est parti pour rejoindre le parti d'Éric Zemmour. Alors, sachant que voilà, cet exemple, il est complètement apolitique. Hein. C'est vraiment un exemple au hasard qu'on avait pris pour illustrer cette story. Pourtant, sans aucune source, aucune, l'internaute a partagé cette publication, ce commentaire. D'accord? Parce que la personne, elle était confortée dans son opinion. Et quelle était son opinion de cette personne? Plus tard, la même internaute postera ce message. Sans même faire la moindre démarche de vérification de l'information, l'internaute partage une information invérifiable et la tient pour vraie parce qu'elle la conforte dans son opinion. Macron égale magouille, donc information qui va dans son sens et qui est forcément vraie. Ok? Et en fait, c'est moi qui lui avais posté un message juste sous son tweet. Je lui ai dit, c'est intéressant. Quelles sont vos sources? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer une telle chose? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que ce témoignage est véridique? Quand on connaît Macron, c'est normal que l'auteur reste anonyme. Mais ce commentaire conforme ceux qui ne croyaient pas aux 24% de Macron. Okay, ça faisait référence au sondage. Plus un beau-fils à la tête de l'institut de sondage, ça questionne sur les conflits d'intérêts. Donc à la limite, c'est même pas la question de savoir que l'information soit vraie ou pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est que l'information qui a été diffusée confortait déjà la personne dans sa propre opinion et n'a même pas cherché à savoir si ce témoignage était authentique. On n'en sait rien. D'accord? Mais comme la personne était convaincue que voilà, tout ce qui tourne de La République En Marche ou Macron ou un autre, hein, peu importe, est forcément, comme elle dit, quand on connaît, voilà, qui pose forcément problème, ben voilà, la personne a relayé ce message sans jamais vérifier. Alors, on peut s'en débarrasser de ce biais-là. Enfin, s'en débarrasser du moins. Essayez de s'en débarrasser, parce que vous allez voir, c'est pas simple. Tout d'abord, vérifiez avant de partager une publication. C'est essentiel. Varier, recouper les sources d'informations. C'est-à-dire que quand vous voyez une information passer, eh ben, essayez de voir si elle est reprise ailleurs. Essayez de voir d'autres sources d'informations qui pourraient éventuellement confirmer ce que vous venez de voir. Ou pas. Ou l'infirmer. Changer d'avis n'est pas une faiblesse. C'est pas parce que vous pensez que tel homme politique est véreux que si un jour vous apercevez que vous êtes fait flouter, finalement, que vous êtes fait flouer,
c'est pas une faiblesse de changer d'avis, que ce soit sur une opinion sur un homme politique, sur un produit pharmaceutique, sur ce que vous voulez d'autre. Ce n'est pas une faiblesse, d'accord? Et la véracité d'une information repose sur des faits et non sur des préjugés ou des opinions. C'est ce dont on s'est aperçu également, c'est que de plus en plus de gens ont tendance à confondre les faits et les opinions. Et je pense que c'est Sylvain qui vous en parlera très bien tout à l'heure, si je ne m'abuse. Ensuite, on va avoir, dans l'autre biais, on va avoir l'effet de halo. Hop. Un autre biais cognitif qui est très fréquent, si ça veut bien s'ouvrir. Si ça veut bien s'ouvrir. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur le biais de confirmation? Non? Est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que vous sentez que vous aussi, par moment, quand vous naviguez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être un peu facilement à partager que ce qui va dans votre sens, sans jamais réfléchir à ce qui pourrait justement... Monsieur? Alors, si, effectivement, mais alors là, c'est pareil, ça fait l'objet aussi, ça ferait l'objet d'un cours peut-être de 2, 3 ou 4 heures, tellement c'est long, mais effectivement, il y a des études américaines qui ont montré récemment qu'il y avait beaucoup plus d'interactions sur les publications de fausses informations, parce que, voilà, elles génèrent plus de publications, donc plus de publicité, donc les algorithmes des réseaux sociaux, enfin essentiellement Facebook, vont avoir tendance à mettre en avant ce genre de publication, et c'est ça qui est problématique. Mais effectivement, c'est vrai, tu soulèves un point important, et c'est problématique. Mais vraiment, là, étant donné qu'on est vraiment très, très restreint dans le temps, c'est vrai que les algorithmes des réseaux sociaux n'aident pas du tout à y voir clair là-dedans. L'effet de halo. Alors, l'effet de halo, que l'on appelle aussi effet de notoriété ou effet de contamination, apparaît quand notre cerveau construit une interprétation positive ou négative à partir d'une perception sélective d'informations liée à la première impression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des préjugés sur des personnes qui vont nous apparaître de façon positive, physiquement. D'accord? Une personne qui présente bien, qui est propre sur elle, bien coiffée, bien rasée, jolie cravate, d'accord, beau costume, belles chaussures. On aura forcément tendance à se fier à ce qu'elle va dire, plutôt que si une personne qui est à côté présente mal, ses propos porteront beaucoup moins, feront beaucoup moins écho dans notre conscience, d'accord? C'est ça l'effet de halo. C'est-à-dire prêter une attention à un intérêt, à un détail physique. Ok? Alors, c'est ce qu'on appelle un biais de jugement. Tout à l'heure, on était sur le biais de raisonnement, là, on est sur le biais de jugement. Ce biais de jugement est particulièrement observé dans le système judiciaire, en politique ou dans le monde professionnel au niveau scolaire. Associé à l'effet d'ancrage, l'effet de halo n'est pas étranger à la diffusion de désinformation et suscite parfois des réactions démesurées. Parmi les conséquences négatives de l'effet de halo, les agressions anti-asiatiques au début de la crise sanitaire liée au coronavirus. Quand le virus est apparu en France, on a pu remonter jusqu'en Chine, d'accord, l'origine du virus, on a pu voir apparaître des scènes de violence envers la communauté asiatique à Paris ou en France. D'accord ? L'effet de halo, ça peut avoir un effet positif, mais ça peut aussi avoir un effet négatif. Ça veut dire que les personnes qui ont croisé des personnes d'origine asiatique dans la rue leur ont prêté volontairement en fait, la cause de tout ça, de cette crise sanitaire, simplement du fait qu'elles étaient asiatiques. On peut associer ça au racisme, etc., tout ce que vous voulez, mais ça ressort avant tout de l'effet de halo, de ce que la personne dégage. D'accord ? Les préjugés, la perception d'une personne ou d'un groupe est influencée par l'opinion que l'on a initialement de son environnement ou pour l'une de ses caractéristiques. Durant la crise sanitaire, par exemple, de nombreuses opinions furent exprimées sur des individus en se basant sur des préjugés ou la primo-impression. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand la crise est apparue, les Français, enfin
même tout le monde en général, avait besoin de réponses rapidement. Qu'est-ce que c'est ce virus, d'où ça vient, etc. Donc forcément, les premières personnes qu'on va avoir tendance à interroger, à questionner sur les origines, ça va être des experts internationalement reconnus. Et ça va être des personnes qui vont présenter à la télé, généralement, alors quand ils sont interviewés, pas forcément en plateau, mais quand ils sont en labo, avec une blouse blanche et un stéthoscope. Okay, donc là, de suite, il va y avoir un effet de halo. Ça veut dire que dès qu'on va s'apercevoir que la personne porte une blouse blanche avec un stéthoscope, on va se dire cette personne, c'est une experte, elle sait de quoi elle parle. Avant même de savoir si ce qu'elle dit est vrai ou pas, on va quand même lui accorder une importance. D'accord ? Parce qu'elle dégagera ce qu'on appelle un effet de halo sur sa présentation physique. On va tout de suite l'identifier comme une source fiable. Alors que ça n'a pas toujours été le cas comme on a pu le voir. Comme par exemple le prix Nobel. Certaines personnes ont été mises en avant parce qu'elles avaient un prix Nobel, mais on s'est aperçu que ce qu'elles disaient en fait, ne reposait sur rien du tout. Mais les gens y accordaient de l'importance parce qu'elle avait un prix Nobel. Ça repose à la fois sur l'apparence physique, mais ça peut aussi s'appliquer sur le CV d'une personne, par exemple. Alors, avoir une opinion négative de quelqu'un, sans le connaître, du seul fait de son appartenance à un groupe que nous n'estimons pas, ici par exemple la PHP ou la PHM. Quand il y a eu la guerre un petit peu entre guillemets de l'hydroxychloroquine, dès lors qu'une personne s'exprimait au nom des hôpitaux, de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, on lui attribuait systématiquement un effet négatif. Parce qu'on disait, oui, bon, mais toi, tu es de Marseille, donc Didier Raoult, donc ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Okay, l'effet de halo s'applique ici aussi. Ça peut être positif comme négatif. De nombreuses sources de désinformation rendent leurs influences sur l'opinion grâce à leur aura, d'accord, au halo qu'on dégage. Des premières impressions, souvent créées par le sophisme de l'argument d'autorité ou association par le biais d'ancrage. Scientifiques, politiques, journalistes, experts, médias. Voici quelques exemples. Bon, on va en passer quelques-uns. Récemment, vous avez tous entendu parler du professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, d'accord, notamment pour avoir dirigé les travaux sur le VIH. Énormément de gens, pendant la crise sanitaire, ont accordé de l'importance à ce monsieur parce qu'il était prix Nobel de médecine en 2008. D'accord ? Le problème, c'est que ce qu'il disait n'a jamais été publié, en fait. Ce qu'il a dit sur le SARS-CoV-2, sur les vaccins, sur la vaccination, n'a jamais fait l'objet d'aucune publication scientifique. Mais les gens lui ont automatiquement attribué automatiquement attribué de la valeur à ses propos parce qu'il était prix Nobel. D'accord ? Ce qui s'est avéré erroné. On va passer sur le reste. Est-ce qu'il y a des questions juste ici ? Alors, à qui se fier ? La question serait plutôt à quoi se fier ? Okay, en temps de pandémie de désinformation, écoutez le message objectivement avant de se fier à l'opinion avant de se faire une opinion du messager. Intéressez-vous au message plutôt qu'au messager. C'est ça le principal... la meilleure solution pour éviter d'être biaisé par l'effet de halo, d'accord, c'est de s'intéresser au message plutôt qu'au messager. OK ? Ensuite, et puis on se rendra compte que les premières impressions ne sont pas toujours les bonnes. OK ? Allez, on passe sur le deuxième rapidement. L'effet de corrélation illusoire. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Non ? Bon. Allez, on va passer dessus rapidement. Allez, la corrélation illusoire. La corrélation illusoire conduit un individu à associer deux informations objectivement indépendantes ou à surestimer la liaison entre deux informations en réalité faiblement associées. L'individu fonde ainsi son analyse sur un échantillon trop faible d'informations et s'en contente par simplification. On va donner un exemple. Dans la désinformation, l'effet d'illusion de corrélation intervient dans l'interprétation d'événements précis survenus dans un laps de temps relativement court. Alors, on a pu le voir récemment. Dès le début, c'était essentiellement... Alors, là, pour le coup, en ce qui nous concerne, je vais prendre un deuxième exemple avant celui-là.
Dès que la campagne de vaccination a commencé en Israël, il y a eu un pic de mortalité. Il y a eu un léger sursaut de mortalité dès le début de la campagne de vaccination. Donc tout le monde s'est dit « Ah, bah, c'est les vaccins qui tuent ». Ben non, en fait, on s'est surtout aperçu que la campagne de vaccination a commencé juste avant une deuxième vague de contamination et donc de décès. Mais les gens préféraient y voir la causalité de la vaccination, alors qu'en fait, c'était la causalité du SARS-CoV-2. Ok. Un autre exemple tout simple, les propos de l'actrice Juliette Binoche. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire sur Instagram, suivi par plus de 300 000 internautes. Ok. Elle déclare... c'était au sujet du déploiement des antennes 5G sur le territoire national au moment où on est entré dans le confinement. Et elle a déclaré « Ce sont des opérations organisées par des groupes financiers internationaux. Depuis longtemps, ils manipulent sans être parano. Oui. Les vaccins qu'ils préparent en font partie. Mettre une puce sous-cutanée pour tous, c'est non, opération de Bill Gates, non à la 5G. » Alors... Pourquoi elle en est venue à dire ça? Alors en fait, ce qui tournait sur les réseaux sociaux, c'était cette image-là. D'un côté, à gauche, on avait les cas de coronavirus sur le territoire national, et à droite, la propagation de la 5G. Seulement, ce que les gens ne savaient pas, c'est que la carte de droite, en fait, ça faisait partie déjà d'un programme gouvernemental depuis 2017, je crois, de mémoire. Donc, c'est-à-dire que l'État, donc avec l'ARCEP, ils se sont mis d'accord pour le déploiement, et les opérateurs se sont mis d'accord pour déployer la 5G sur le territoire national. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'était acté en 2017, et il y avait un calendrier à respecter pour le déploiement des antennes 5G pour les opérateurs téléphoniques. Seulement, pas de bol, là, pour le coup, c'était vraiment une coïncidence. Pendant que les antennes 5G ont commencé à être installées, le coronavirus est arrivé. Donc du coup, effectivement, on s'est bien retrouvé avec la diffusion du coronavirus et la diffusion des antennes 5G. Donc des gens y ont vu une causalité. D'accord? Et généralement, ce qu'on a coutume de dire, c'est que corrélation n'est pas causalité. D'accord? Et résultat des courses, en 2020, 70 antennes relais ont été vandalisées en France. Et oui. Alors, la corrélation détermine une relation entre deux variables. Cependant, le fait que ces deux variations évoluent ensemble ne signifie pas nécessairement qu'une variable est la cause de l'autre. C'est pourquoi on dit que moc ergo propemorc, à ceci, donc à cause de ceci. Ok. C'est une formule latine assez connue. C'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup en statistique. D'accord. L'illusion de corrélation. Des internautes estiment par exemple qu'en Israël... ça j'en ai déjà parlé. C'est bon, on peut passer. Alors il est possible de trouver une corrélation statistiquement significative et fiable pour deux variables qui ne sont en fait liées par aucun lien de cause à effet. Alors je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube de Defecator. Ça parle à quelqu'un? Personne? Il avait fait une vidéo, il y a 2 ans, je crois, où il donnait des exemples d'illusion de corrélation entre, par exemple, l'augmentation du prix du beurre et l'augmentation du nombre de naissances. Il y avait bien une corrélation, il y avait des courbes similaires. Okay, c'est pas parce qu'elles sont similaires qu'elles sont forcément liées. En rien, le coût du prix du beurre est lié au nombre de naissances. On est bien d'accord là-dessus. Mais des gens vont y voir une causalité, par exemple. C'est ça qu'on va appeler l'illusion de corrélation, parce que deux courbes vont se ressembler, mais non, aucun lien. Alors, comment se débarrasser de l'illusion de corrélation? Cartographier chaque relation possible entre les variables. Ça veut dire que, généralement, quand on montre une courbe de décès, il peut y avoir plusieurs causes liées à cette courbe. D'accord? Quand on dit de cartographier, ça veut dire toutes les variantes qui peuvent causer, qui peuvent interagir sur cette courbe. D'accord? Ou sur ce graphique, ou sur une carte. Considérer le hasard comme une possibilité. Ouais, on l'entend souvent sur les réseaux sociaux, comme par hasard. Oui, comme par hasard, il y a des choses qui arrivent par hasard. Le déploiement des antennes 5G et la diffusion du coronavirus en France, c'est le pur fruit du hasard. Ça peut arriver. Ne pas se focaliser sur les coïncidences
qui valide l'opinion de départ. Ça, c'est ce qu'on a retrouvé tout à l'heure. Okay, ça veut dire que si la personne est convaincue que les antennes 5G participent à la diffusion du virus, bah forcément, elle trouvera des causalités partout dans les graphiques qu'elle verra, systématiquement. Et enfin, les liens statistiques de corrélation peuvent être dus à une variable explicative cachée. Voilà, il peut y avoir d'autres raisons que celles qui peuvent être expliquées dans un graphique. Okay, c'est un peu plus technique. Mais ce qu'il faut retenir de l'illusion de corrélation, c'est que corrélation n'est pas causalité. C'est ça qui est le plus important. Okay, ce n'est pas parce qu'on vous montre une courbe avec l'augmentation des décès sur un an et une augmentation du nombre de vaccinations que les deux sont liés. Ça ne veut pas dire que la vaccination a causé plus de décès. Quand on dit qu'il faut prendre d'autres variables, bah, c'est aussi le nombre de contaminations SARS-CoV-2, par exemple. Okay, donc les personnes qui cherchent à vous faire comprendre ça, ou à vous faire croire ça, sont dans l'illusion de corrélation. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Ah non. Ok. J'en ai fini pour moi, professeur. On a encore un peu de temps, donc c'est extrêmement intéressant cette histoire de corrélation illusoire. Ça s'applique à plein de choses. Il peut y avoir des choses, on peut avoir des blagues là-dessus. Moi, je me souviens, le Canard enchaîné avait publié une double carte de France dans laquelle il superposait donc, la contamination par le nuage de Tchernobyl et quelques mois après, le vote pour l'extrême droite aux élections présidentielles de 2002. Et c'était exactement les mêmes zones qui étaient touchées. Donc il y avait une corrélation et elle était indiscutable. Statistiquement, elle explosait les tests statistiques. Bien sûr, il fallait après trouver l'explication qui permettait de passer de la contamination au vote. Et là, impossible à trouver. Et c'est pour ça que l'un des réflexes qu'on doit avoir quand on est face à une corrélation, c'est est-ce qu'on a un système explicatif qui nous permet d'établir cette corrélation, et ça ne va pas se passer dans les statistiques, ça va se passer dans les modèles explicatifs qui peuvent être en sciences, mais qui peuvent être aussi en sciences humaines et sociales. L'une des choses sur lesquelles j'ai le plus travaillé, c'était la question, est-ce que regarder des films violents rend violent? Est-ce que jouer aux jeux vidéo violents rend violent? Et bien sûr, lorsque vous prenez un individu qui a commis un acte de délinquance, ou alors récemment sur mes derniers travaux sur la radicalisation, Facebook est-il le chemin de Damas? Les gens, est-ce qu'ils se radicalisent sur Facebook? Bien évidemment, lorsque vous prenez un individu qui s'est radicalisé, un individu qui vient de commettre un acte de délinquance, un individu qui est violent, et vous regardez quelles sont ses pratiques, et vous allez vous dire, oh là là, il passe sa vie sur Facebook, passe sa vie sur les jeux vidéo, il regarde des films qu'il ne devrait pas regarder, c'est évident. Sauf que non. Sur un individu, vous allez concentrer éventuellement des observations, mais il faut regarder la plupart des individus qui ont les mêmes pratiques. Est-ce qu'ils ont tous la même évolution? Et heureusement que tous ceux qui regardent des jeux violents, enfin qui jouent à des jeux violents ou qui regardent des films violents, ne sombrent pas dans la délinquance et la radicalisation. On serait dans une belle pagaille. Donc effectivement, c'est une illusion de corrélation qui repose sur un fait. On trouve que c'est facile, on appelle ça une heuristique d'accessibilité. Mentalement, c'est facile, les jeux violents, ça rend violent, ça va bien logiquement. Sauf que scientifiquement, ça ne marche pas. Quand on regarde un grand échantillon de la population, on s'aperçoit qu'heureusement, il y a d'autres causes. Et sur la corrélation cachée, très souvent, il y a une troisième variable qui sont les conditions matérielles d'existence des gens, qui expliquent les deux autres, c'est-à-dire le passage à la violence d'une part, et l'exposition à des messages violents d'autre part. Donc il faut regarder ça de façon un peu plus complexe, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile à faire comprendre à certaines personnes, c'est qu'on peut être dans des illusions de corrélation, et surtout, la chose, et je vais embrayer là-dessus, la chose la plus difficile, c'est que lorsqu'on essaye de convaincre quelqu'un de ça, l'argument immédiat, c'est « ouais, mais tu es naïf, tu te rends pas compte. Tu dis ça, mais tu te rends pas compte à quel point les choses se passent comme ça. C'est toi qui veux pas le voir parce que tu es un naïf. Tu es manipulé toi aussi. » Alors c'est là-dessus que j'aimerais passer quelques minutes, c'est que
Ça serait très facile si on pouvait démontrer ça à tout le monde. Comment s'en sortir? Comment trouver le bon argument? Et c'est quelque chose d'important parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'institutions, de l'Agence nationale de la recherche en France jusqu'au Conseil de l'Europe, à l'Europe pour le financement des opérations de recherche, on nous demande beaucoup de produire des contre-discours. Faites de la détection de haine en ligne et produisez des contre-discours. Faites de la détection de discours radicalisés en ligne et produisez des contre-discours. Alors comme ça nous rapporte de l'argent, on le fait. Mais on n'y croit pas une seconde. On n'y croit pas une seconde. Enfin, on n'y croit pas une seconde. C'est pas tout à fait vrai. On ne croit pas une seconde qu'on va convaincre des gens avec nos contre-arguments. Ça, pas une seconde. En revanche, on a un petit peu l'illusion qu'on va pouvoir donner des éléments de langage à ceux qui ont envie de véhiculer autre chose que ça. C'est-à-dire de faire un contrepoids. Ça, on y croit un petit peu, en disant que quelquefois, les gens sont un peu démunis par rapport aux fausses informations. Et du coup, leur donner des arguments et les donner massivement, ça va peut-être rééquilibrer le poids de l'information. Donc ça, c'est vrai. Mais par contre, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui est un croyant. Et quand je dis un croyant, je ne pense pas religion, je pense à un croyant, y compris sur les vaccins, etc. Et donc, je vais vous donner quelques exemples. Alors, volontairement, je suis allé les chercher, mais dans quelque chose qui n'a rien de très, très chaud actuellement, parce que je ne voulais pas vous parler que de vaccins ou de politique. Et donc, je suis allé chercher un événement qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Alors, pour l'idée que j'aimerais arriver à démontrer, c'est qu'on parle souvent d'information virale, et que si l'information est virale, à ce moment-là, on devrait lui appliquer les mêmes choses que pour un virus. Comment on soigne un virus? Il y a 3 choses. Il y a la quarantaine, la vaccination ou la sérologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la quarantaine? On isole. Alors là, on peut se demander comment on peut isoler des fausses informations. Là, ça peut poser quelques petits problèmes en liberté d'expression quand même. Donc, il faut faire un petit peu attention à comment on contrôle la production et la diffusion d'informations dans une société. La deuxième chose, la vaccination. Alors là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire commencer à vous initier aux moyens qu'on peut avoir de lutter contre les processus mêmes. La vaccination, c'est s'injecter un petit peu d'anticorps, se fabriquer des anticorps. C'est ça l'idée de la vaccination. Et donc, l'idée, c'est d'amener des gens à se fabriquer et à diffuser des anticorps. Parce qu'après, la sérologie, c'est-à-dire le médicament qui vient une fois qu'on est infecté, c'est les contre-discours, et je vous dis que ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors, pourquoi c'est plus difficile et pourquoi ça... Alors, c'est 2 choses différentes. Là, je vais vous dire pourquoi c'est difficile. Pourquoi est-ce que ça intéresse autant les décideurs? C'est parce que, justement, ils pensent que, après tout, et ça, c'est très moderne, puisque ce que j'ai à dire est intelligent et bien dit, je ne vois pas pourquoi les gens ne le croiraient pas. Sauf que maintenant, avec mon modèle des 4 I, vous voyez que les gens ont beaucoup plus de raisons de ne pas le croire que des raisons de le croire. Même si c'est très intelligent et très bien dit, ils vont résister. Et en plus, ils ont à leur disposition un certain nombre de mécanismes de défense. Donc, s'il y a un virus informationnel, une info virale qui distribue, si vous essayez de la contrer, moi j'avais trouvé ça il y a longtemps, c'était ma thèse. 4 façons pour les gens de s'en sortir. La première façon, alors l'événement d'abord. L'événement, un avocat a accusé la procureure de Versailles d'avoir couvert des violences policières. Voilà, c'est une information qui date d'une quinzaine de jours. Vous ne l'avez peut-être même pas vu passer. A priori, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup relayé. Bon, on l'a quand même lu pas mal dans un certain nombre de journaux, parce que ça présente quand même une certaine gravité sur le fonctionnement de nos institutions. Mais ce n'est pas la question. La question, voilà, un avocat accuse la procureure de Versailles d'avoir couvert des violences policières, donc vous pouvez vous dire, bon, est-ce que ça va choquer quelqu'un? Eh bien oui, ça peut choquer des gens et qui vont se dire, cette information ne me plaît pas. Elle ne me plaît pas et je ne vais pas l'accepter comme ça et je vais commencer à en douter, je vais commencer à lutter contre cette information-là. Et du coup, la première façon de lutter, alors j'ai mis une flèche parce que ça traduit une implication croissante, il y a une variable implication qui est importante. Mais la première chose, c'est l'évitement. On va éviter cette question. Je ne veux pas regarder la question, je vais faire ce qu'on appelle une essentialisation, c'est dire qui c'est qui a dit cette information? Ah ouais, mais alors si c'est lui ou si c'est elle, c'est du n'importe quoi. C'est du gros nawak, je ne veux même pas en entendre parler parce que ça vient d'une personne. C'est ce que disait Antoine Daoust, le messager par rapport au message. Quelquefois, il nous suffit simplement de traiter le messager et on n'a même plus besoin d'entendre ce qui va derrière. De toute façon, on sera d'accord si c'est un copain, on ne sera pas d'accord si c'est un ennemi.
Donc c'est ça qu'on appelle l'essentialisation. On réfère ça aux caractéristiques essentielles de la personne, qui sait, quelle est sa catégorie, à quoi elle appartient, etc. Alors voilà l'un des trucs, l'un des messages que j'avais lus, c'était sur le forum même de France Info. Hein. J'adore le titre « Un avocat ». Cela aurait été mieux d'écrire « L'avocat Yassine Bouzrou ». Cela donne un autre éclairage quand on se souvient des affaires traitées par cet avocat. Mais chez les gens de gauche, ces vérités représentent sans doute une carrière de mensonges. Voilà. Je ne traite même pas l'information. Ça vient d'un avocat, je sais qui c'est, il est de gauche, donc il dit n'importe quoi. Je n'ai même pas besoin de rentrer dans le message. Et donc, vous voyez la référence à ce que disait Antoine Daoust d'ailleurs tout à l'heure sur la vérification de l'information elle-même et non pas uniquement du messager. Ça, c'est l'évitement. La deuxième chose, on va avoir une compartimentalisation. On pourrait dire on change de sujet. Cette information, elle me gêne, donc je veux parler d'autre chose. Alors, on va avoir quelqu'un qui va dire, par exemple, et à contrario, que pensez-vous de la délinquance qui bastonne les forces de police? Voilà. C'est-à-dire que là, on ne traite même plus l'information. On dit « Ouais, tu dis ça, mais de toute façon, tu en parles, hein, des flics qui se font taper, hein ?» Et là, du coup, on compartimentalise. On sort du sujet et on va traiter autre chose. On ne va pas vouloir mettre les deux choses en même temps en face l'une de l'autre. Troisième chose, on va trouver quelqu'un qui va globaliser. Alors là, c'est l'exemple de Juliette Binoche, c'est une globalisation typique. C'est-à-dire on va noyer le poisson. On va dire, il y a cette information, mais elle veut dire aussi, puis on va rajouter plein d'autres informations autour, jusqu'à ne plus y comprendre quoi que ce soit. Alors sur la même information, voilà quelqu'un qui disait, il y aura bien un jour où il n'y aura plus de juges ni de policiers, à force de donner la voix à n'importe qui par voie de presse et réseaux sociaux, à force que nier la réalité des exactions de ces délinquants sans foi ni loi, quand ça les arrange. Mais le temps passe, on fait appel à la loi en jurant que c'est la vérité, en mettant en scène une vidéo. Il y a déjà plus beaucoup d'enseignants ni de personnel médical, marre de ces foutures d'hommes. C'est pas moi qui ai mis, sinon je vous l'aurais dit clairement. Fouteur de merde, je vous l'aurais dit. Il y aurait de quoi voter, alors là je ne vous l'ai pas mis quand même, je l'ai masqué. Mais il y avait un appel à voter quelqu'un. Comme quoi, on part d'un titre, et pour ne pas avoir à traiter l'information, parce que cette information va rencontrer quelque chose qui remet en cause ce que je suis, mes implications identitaires, mes idéologies, ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien on va la noyer au milieu de plein d'autres explications. Et puis la dernière, c'est quelqu'un qui va réinterpréter. Alors la réinterprétation, c'est le plus difficile. Et c'est là-dessus que les biais cognitifs rentrent en jeu. C'est quand quelqu'un décide de s'attaquer à l'information et vraiment de la démonter. Donc ça demande un effort cognitif, un effort intellectuel beaucoup plus important, puisqu'il va falloir produire une contre-information. Et là, vous avez des gens qui vont le faire. Hein. On peut difficilement parler des violences subies par les policiers, vu qu'aucun article de presse ne cite l'existence d'un seul coup de poing porté par le mineur aux policiers, ni de la moindre blessure subie par ceux-ci. Vous remarquerez d'ailleurs qu'aucun des gardiens ne s'est vu prescrire un seul jour d'ITT. C'est-à-dire que là, quelqu'un a fait sa propre enquête, il va produire une contre-argumentation qui tient la route, et là, du coup, on n'est pas dans un cas de fausse information, mais quand on est dans le cas de fausse information, ça devient très difficile d'aller contre, parce qu'on est argument contre argument, statistique contre statistique. Et là, la question de l'argumentation pour l'information devient très compliquée. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, cette histoire de lutter contre les fausses informations, contre la dérive de l'information, parce qu'on a tous énormément de moyens de ne pas accepter une information. Et ces moyens peuvent amener soit à refuser le débat et à le déplacer, auquel cas là c'est même plus la peine d'essayer, soit à rentrer dans des argumentations extrêmement compliquées. Et du coup c'est pour ça que je pense qu'il faut mieux passer par une vaccination que par une sérologie, c'est-à-dire en amont commencer à questionner ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'information? Qu'est-ce que c'est que les biais cognitifs? Nous demander à nous-mêmes comment on réagit par rapport à une information qui nous dérange et repenser le système total de la production, diffusion, réception de l'information. Voilà en quelques mots. Je pense qu'on peut ouvrir la session de questions. Est-ce qu'une animatrice qui veut nous passer au grill des questions? Donc voilà, maintenant que vous avez su un peu plus ce qu'était donc la désinformation et les biais cognitifs, est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? N'hésitez pas. Donc à prendre la parole et à poser toutes les questions. Ils sont encore là pendant une quinzaine de minutes juste pour vous. Oui, bien sûr. Je vous passe le micro.
Bonjour. Du coup, moi j'aurais une question par rapport à tout ce qui est fact-checking, parce que c'est un des principaux moyens actuels de savoir si une information est vraie ou fausse, avec des sources. Et j'ai vu que du coup vous aviez votre site Fact and Furious. Vous essayez d'assurer une neutralité selon les commentaires et les sujets soumis. Mais qu'est-ce que vous pensez actuellement justement de la médiatisation du fact-checking ? On a pu voir que l'AFP a lancé son propre compte Twitter. On a BFM qui essaye d'en faire en live et d'autres médias qui essayent ça. Mais c'est pas forcément très bien réalisé. Et des fois, ils essayent plutôt de compter les points de qui a dit des choses fausses ou pas. Ou alors pas plutôt vraiment. Est-ce que des gens ont dit des aberrations ou des choses proches de la réalité ? Est-ce que ça peut être un moyen à long terme dans le paysage médiatique d'instaurer plus de vérification d'infos en fait ? Oula. Ouais, alors il y a beaucoup de questions en une seule. On va essayer d'y répondre dans l'ordre. La première, c'était si c'était le seul moyen de lutter contre la désinformation. Bien évidemment, non. Le fact-checking ou la vérification des faits, ça intervient une fois que le mal est fait. Le but, c'est d'éviter que le mal se fasse. Ça passe par l'éducation aux médias. On m'entend, non ? C'est bon ? On t'entend très bien. Par contre, ça passe par l'éducation aux médias. Je vais te mettre au milieu parce que sur Twitch, ils ne te voient plus. Et je vais te donner un micro. Ça va pas être très pratique. Ouais. Stylé. Je prends la main. Ouais, prends-le à la main comme ça. Ok. Oui, donc je disais, le fact-checking, ça intervient qu'une fois que le mal est fait, malheureusement. Donc le but, c'est d'éviter que le mal, entre guillemets, se propage avant. Ça passe par l'éducation aux médias, par une certaine hygiène de consommation de l'information sur les réseaux sociaux, sur Internet, bien évidemment, et puis par initiation, pourquoi pas, l'esprit critique. Maintenant, pour ce qui est du live checking, comme on peut appeler ça, c'est-à-dire des médias qui vont intervenir directement dans un débat politique, évidemment, il y a des limites. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu de l'effet de... pas l'effet de Dunning-Kruger. C'est la loi de Brandolini. Non, ça parle à quelqu'un ? La loi de Brandolini, c'est un énoncé qui... c'est une loi qui énonce qu'il faut énormément plus d'efforts pour démonter quelque chose de faux, d'accord, qu'une chose de vrai. C'est-à-dire que le live checking, on est limité dans le temps. Vérifier une information, c'est long. C'est long parce que souvent, ça exige d'avoir recours à des experts, dont le professeur Marchand parlait tout à l'heure. Donc, le risque, la marge d'erreur est plus importante, bien évidemment. BFM en a fait les frais un petit peu au début, quand il y a eu le débat Mélenchon-Zemmour, je crois. Moi, personnellement, je n'y suis pas opposé, mais je ne suis pas favorable non plus. Je ne fais pas la langue de bois. Mais il y a des limites, bien évidemment qu'il y a des limites, parce que ça nécessite que l'information soit traitée rapidement. Et plus on traite une information rapidement, et moins on la traite dans la quantité et dans la profondeur. Et donc les risques d'erreur sont beaucoup plus importants. Maintenant, pour ce qui est de l'objectivité, je crois que tu m'avais demandé... chaque organe de fact-checking fonctionne un peu différemment. Nous, on s'est aperçu que alors pour Fact and Furious, du moins, pour le média Fact and Furious, on s'est aperçu que les gens allaient rarement jusqu'au bout de l'article. D'accord ? C'est pour ça qu'on a fait le choix éditorial de tout condenser dans le titre et le chapeau, et de mettre l'essentiel dès le début de l'article. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on ne traite que les faits. On ne traite pas les opinions. Le fait de savoir que si c'est bien ou mal la vaccination, ça ne nous regarde pas. Nous, on n'a pas d'opinion là-dessus, on n'a pas à la donner. Si c'est bien ou mal tel ou tel programme, on n'est pas là pour donner notre avis. On est plutôt là pour dire si, oui, comme a déclaré récemment Jean-Luc Mélenchon, il faut 45 éoliennes offshore pour faire un réacteur nucléaire. On n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien le nucléaire. On a juste sorti la calculette, on a dit non, les comptes n'y sont pas. Il ne faut pas 45 éoliennes offshore, il en faut plutôt 75 pour les meilleurs modèles, sinon c'est plutôt 150. Mais pourtant, on nous a accusés d'avoir un discours pro-nucléaire, alors que pas du tout. On a simplement sorti la calculette, on a compté les facteurs de charge, etc. Le compte n'y était pas.
Voilà. Est-ce que ça répond plus ou moins à ta question? Oui, ça répond. En fait, l'objectivité, c'était plutôt par rapport justement au sujet choisi. Mais comme vous, on vous soumet les sujets, si j'ai bien compris. En fait, c'était plutôt pour les autres de manière générale. Mais C'est ça. Alors ça c'est une très bonne question. C'est une question qui revient régulièrement. On a deux façons de traiter le sujet. Soit c'est les internautes qui nous questionnent, effectivement, qui nous envoient soit des messages privés sur les réseaux sociaux, ou alors qui nous taguent sur Facebook ou Twitter, ou qui nous envoient un email. Et l'autre intérêt qu'on peut avoir à publier un article, c'est quand on voit une publication virale, c'est-à-dire qu'elle est largement partagée. Ok, on va s'y intéresser. On va regarder de plus près, de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. La démarche du fact-checking, c'est pas absolument prouver que quelque chose est faux. La première démarche de la vérification de faits, on vérifie, c'est-à-dire qu'on va d'abord chercher à savoir si c'est vrai. D'accord ? Nous, on n'a aucun intérêt à savoir à dire si c'est vrai ou faux. Enfin, dans le fond, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est le travail de vérification. D'accord ? Donc, la première démarche qu'on va faire, c'est d'abord prouver que c'est vrai. Ok ? Ensuite, on ne trouve pas grand-chose, on va chercher ce qui prouve que c'est faux. On met tout dans la balance. Et puis, généralement, dans les informations, ça penche toujours que d'un côté. super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pendant qu'il y en a une, je vais juste en deux mots vous dire qu'il faut voir pourquoi on fait du fact-checking et quel peut être l'intérêt au-delà d'apporter de l'argumentation. Ça place un conflit, ça place un débat dans la société. Rien que ça, c'est intéressant. Après, quelle est la finalité? Qui on veut vraiment convaincre? Et j'ai tout à l'heure, c'est illusoire de vouloir convaincre, y compris par des faits, quelqu'un qui croit. Donc si quelqu'un s'est engagé dans une fausse information et qu'il y croit, vous n'allez pas le convaincre, même avec des faits. En revanche, vous allez introduire du débat. Et donc, vous ne serez pas, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 5 choses qu'il ne faut pas confondre: la communication, la persuasion, l'influence, la manipulation et la propagande. Il ne faut pas confondre ces 5 choses-là qui relèvent de processus radicalement différents. Si le fact-checking, c'est produire de la persuasion, ça ne va pas marcher. Persuader, c'est vraiment changer l'attitude de la personne que j'ai en face de moi. Elle était contre, je veux qu'elle soit pour, ou elle était pour, je veux qu'elle soit contre. Ça, c'est de la persuasion. À mon avis, ça ne marche pas. En revanche, ça marche au niveau de l'influence, c'est-à-dire commencer à évaluer que la personne va subir l'influence d'une majorité de personnes qui pensent autrement. Et ça, c'est une autre façon de penser mon métier. Est-ce qu'on doit faire de la persuasion, produire des arguments ou des contre-arguments pour changer les attitudes des gens, ou est-ce qu'on peut aussi fabriquer des majorités et des minorités, des identifications en disant les gens qui pensent comme ça sont tant et ils ont telle caractéristique? Ça, c'est de l'influence. Et je vais vous mettre à croire quelque chose, non pas parce que je suis persuadé par l'argument, mais parce que je subis le poids des gens qui pensent comme ça. Et ça, donc, c'est une autre technique qu'on met en place. Après, il y a les 3 autres, communication, propagande et manipulation. Mais au moins, ce qui est intéressant dans le fact-checking et dans la plupart de nos réactions par rapport aux fausses informations, c'est ça. Est-ce que je vise de la persuasion ou est-ce que je vise de l'influence? Et ce sont 2 choses très différentes. Donc, c'est bon? Ok. Donc, bonjour messieurs. Donc, ma question va porter sur donc des méthodes de désinformation en général, plutôt sur les désinformations sur les méthodes de lutte contre la désinformation en masse, donc sur les réseaux sociaux en eux-mêmes. L'exemple récent qui me vient en tête, c'est les bandeaux dans les réseaux sociaux du groupe Meta. Il y a un algorithme qui se fait pour détecter automatiquement les mots du champ lexical sur le Covid-19 ou sur la vaccination. Donc, ce qui fait que dès que l'algorithme va trouver un mot du genre, donc le Covid-19, injection, vaccin, il va y avoir un petit bandeau qui s'affiche en dessous de la publication. Et ce qui fait qu'il y a une certaine banalisation de ce processus, donc selon moi, de clarification. Et est-ce que vous pensez donc que cette méthode de masse très automatique, très, très procédurale, peut être une méthode efficace contre la désinformation? J'ai envie de dire c'est mieux que rien du tout déjà. Après, il faut aussi ne pas entrer dans le piège de la restriction de la liberté d'expression. D'accord. Le problème, c'est que effectivement, beaucoup de gens crient à la censure quand ils voient leur poste supprimé.
on rentre un peu dans un autre débat, mais c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose que, oui, effectivement, il y a des algorithmes qui détectent des mots-clés dans certaines publications et qui mettent un bandeau d'avertissement. Attention, ce message, ce post contient des informations relatives à la Covid-19. Si vous voulez retrouver des infos plus officielles, rendez-vous ici. C'était plus ou moins le message. C'est surtout qu'ils n'avaient pas le choix, parce que sinon ils se rendaient eux-mêmes coupables d'héberger de la désinformation sur leur serveur, et c'est condamnable. Maintenant, il faut prendre en compte aussi la quantité de publications qui sont diffusées systématiquement tous les jours. Moi, je suis essentiellement sur Twitter. Il y a un peu Facebook, mais essentiellement Twitter. Il faut savoir que Twitter, dans le monde, il n'y a que 2000 modérateurs pour le monde entier. Et Twitter, c'est 500 millions de tweets par jour. D'accord ? Donc, ils sont 2000 à gérer ça. En plus des algorithmes, bien évidemment. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la modération, quand on parle de modération sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que la désinformation. Il y a les images de pédopornographie, zoophilie, violence, des meurtres, etc. Donc, c'est peut-être pas la priorité absolue des modérateurs de chercher à savoir si tel message est vrai ou faux, d'abord. Ce qu'on pourrait plus ou moins comprendre. Mais il n'empêche que, aujourd'hui, on s'est aperçu que la désinformation tuait aussi. On a pu le voir récemment avec le cas de Karim. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Un patient qui était hospitalisé à Montreuil, donc qui a été filmé par l'AFP. Donc l'AFP, c'est un organe de presse qui a diffusé les images et qui ont été, et d'autres comme BFM et CNews ont racheté les droits pour exploiter ces images, d'accord ? Donc ça a diffusé. Donc il y avait un Karim, la bonne trentaine. C'est ça, la bonne trentaine, père de 2 enfants, marié. Donc on voyait juste avant d'entrer en réanimation, qui était déjà sous oxygène, et puis qui expliquait, voilà, moi j'ai écouté les théories du complot, j'ai écouté la désinformation, voilà où je suis aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut arrêter de croire ces conneries-là, qu'il disait, je le reprends, je le cite. Bon, le temps se passe, et puis il y a eu des messages de désinformation à ce sujet, des gens l'ont accusé d'être un acteur. Okay. Seulement, ce qu'on n'a pas su, c'est que 10 jours après le reportage, la personne est décédée. Il a laissé derrière lui 2 enfants, d'accord, et une veuve. Et parmi les personnes qui ont diffusé cette désinformation sur le fait qu'il était un acteur, personne ne s'est excusé, personne n'a retiré ses publications. D'accord ? Mais c'est là qu'est la limite de la modération, c'est que même Twitter ou Facebook n'avaient pas forcément les capacités de savoir si c'était un acteur ou pas, et donc toucher éventuellement à la liberté d'expression si ça s'avérait être vrai au final. Seulement, ce n'était pas un acteur, c'était quelqu'un de vrai. Moi, j'ai pu parler à la famille qui ne souhaitait pas qu'on diffuse l'information de son décès, ce que j'ai respecté, d'accord. Ensuite, ça a fuité et c'est Libération qui a récupéré le sujet. Mais voilà, la désinformation tue aussi, elle est dangereuse. Ce qui revient, ce dont on parlait au début, ça peut être des images de violence, de meurtre, d'appel au harcèlement. Mais aujourd'hui, on peut affirmer de façon certaine que la désinformation tue. Et le cas de Karim n'est pas un cas isolé, malheureusement. Il y a des histoires comme ça, il y en a tous les jours en Angleterre. De la BBC qui sort une série de podcasts justement sur des gens qui ont été interviewés juste avant d'entrer en réanimation, qui pensaient que le coronavirus n'existait pas, Big Pharma, etc., nouvel ordre mondial. Malheureusement, ils sont décédés quelques jours après. Et ils étaient jeunes, la quarantaine en moyenne. Celui en Angleterre, il avait 27 ans. Voilà. Mais ouais, la modération, c'est compliqué. Je ne me place pas dans le camp des réseaux sociaux en disant ça. Mais il faut aussi prendre en compte la quantité, le flux d'informations quotidiennement qu'il y a à gérer. C'est compliqué. Moi, je pense qu'ils ont un peu tendance, là pour le coup, c'est une opinion personnelle que j'ai, je pense que ça leur échappe un peu complètement. Voilà. Mais ils commencent à prendre le problème, ils commencent à avoir conscience du problème. Voilà. Professeur, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, simplement, je parlais de la lutte contre l'information virale par la quarantaine, la vaccination et la sérologie. Là, on parle de quarantaine, clairement, donc avec différents types de quarantaine. La modération, qui peut être plus ou moins brutale et définitive, ou alors effectivement des bandeaux qui sont une forme d'alerte et une forme de mise en quarantaine de l'information. Et tu as très très bien
poser la question, hein, ça nous renvoie d'une part à des questions légales et d'autre part à des questions éthiques de l'information, mais qui sont des vraies questions, forcément. Donc voilà, il est bientôt 15h45, donc on va arrêter les questions-réponses parce qu'il faut passer aussi à la prochaine intervention. Donc je vous remercie à tous d'être venus et d'avoir écouté cette intervention. On peut les applaudir bien fort. Voilà, merci à tous. Vous pourrez retrouver des posts sur la journée et sur cette intervention sur les réseaux sociaux. Et je vous libère maintenant. Merci.